On a entendu ici ou là l'idée qu'il fallait développer une nouvelle offre qui serait à même de séduire les clients qui aujourd'hui sont peut-être attirés par des offres un peu plus traditionnelles et un petit peu plus carbonées. Donc cette table ronde, 14h30, 15h30, créer et vendre nouvelles offres, nouveaux canaux de distribution. Nous avons donc autour, sur cette scène, Maxime Poisson, qui est co-créateur, on va y venir, de la société Wish One, et avec un de ses fleurons, un gravel qu'il a amené précieusement ce matin, il va nous en parler. Alex Junillon de Coaventure. Alors c'est un cas particulier, Alex, puisque c'est le seul qui a un petit coup de revenez-y. Il était là sur les secondes journées l'année dernière. C'est à la fois un bon client parce qu'il est à l'aise à l'oral, mais il a aussi beaucoup de choses. Son offre a évolué. Et il est aussi dans ce que l'on a vu aussi ce matin, le partage, travailler ensemble, mutualiser ses savoir-faire. Et il nous donnera 2 exemples concrets où à partir d'un savoir-faire spécifique, il a su compléter des offres de territoire et de terrain pour leur donner plus de valeur et plus de valorisation aussi économique. Lorraine Guillard de l'agence En Immersion. Merci Lorraine, vous m'avez avoué que le périple a été long, mais je suis heureux que vous soyez parmi nous. Et puis Kevin Blanchard de l'Esprit Réquipe. Alors tout de suite, j'excuse et je dirai un mot quand même quand ça aurait dû être son tour de parole, Vincent Draille pour l'agence Madjack, puisqu'effectivement, c'était un de ceux qui, venant de loin, avait choisi la SNCF. Donc, il fait partie des naufragés de la journée. Il n'est pas parvenu à atteindre Millau en ce jour difficile. Alors, créer et vendre nouvelles offres, nouveaux canaux de distribution. Maxime, on est heureux de vous accueillir sur cette scène, mais je ne dirais pas de vous accueillir à Millau, puisque vous êtes à Mille-la-Voix aujourd'hui, et ça a été un long chemin, et j'aurais aimé quand même que vous nous racontiez un petit peu cette histoire qui a commencé il y a 5 ans pour Wish One, mais bien avant, avec toute une accumulation de savoir-faire et de compétences. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Serge pour ton invitation. Donc Wish One, effectivement, on est Mille-la-Voix, on est basé sous le viaduc de Millau. Alors personnellement, moi j'ai grandi à Rodez, même si j'étais à l'école primaire à Malourté. Oui, Wish One, en fait, ça a été une opportunité, ça a été une réflexion, une vision aussi. Avec François Xavier, mon associé, on était au lycée ensemble à Rodez, au lycée Foch. Nos expériences professionnelles ont fait qu'on s'est intéressé au sport. Alors, moi, au sport qui se regarde, au sport professionnel. Et François Xavier, plutôt le sport outdoor, avec une expérience dans le ski et l'industrie du cycle. Et en 2018, fin 2018, au bar du centre à Saint-Geniès-d'Olt, on devait aller faire du vélo, il faisait mauvais, et finalement on a été boire un café, et on a discuté, et on s'est dit mais pourquoi pas créer une marque de vélo, une marque orientée gravel. Et on a eu tout de suite 3 points importants pour nous. Le premier, c'était effectivement cet engagement, cette vision vers le gravel. Le gravel, c'est un vélo qui ressemble à un vélo de route, mais qui accepte des pneus plus larges. En fait, c'est une pratique qui vient rapidement et qui vient des États-Unis, où la cohabitation, notamment dans l'Ouest américain, entre les cyclistes et les voitures est très compliquée. Les pratiquants cyclistes, pour échapper à la circulation, ont commencé à équiper leur vélo de pneus un peu plus larges, parce que dans l'Ouest américain, vous avez beaucoup de pistes en gravier, justement, d'où le mot gravel. Et au final, les fabricants, en voyant que les pratiquants cherchaient à équiper leur vélo avec des pneus plus larges, ça a été un vrai raz-de-marée aux États-Unis, et là, c'est un vrai raz-de-marée en Europe. Donc nous, on voulait s'orienter vers le gravel. Le deuxième axe important, c'était de fabriquer en France, donc fabriquer le cadre du vélo en France, parce que tout ce qui est composant, il faut savoir que tout ce qui est dérailleur, tout ce qui est roue, etc., ça vient d'Asie principalement. Et puis le troisième axe important, c'était de faire la promotion de nos territoires, l'Aveyron, puisque moi je suis parti à 19 ans d'ici, et puis François Xavier aussi, il est parti très jeune de l'Aveyron. Même si on revenait souvent en Aveyron,
on avait à cœur de faire la promotion de notre territoire et surtout, le territoire aveyronnais est très adapté à cette pratique-là. Alors, il y a presque une double contrainte que vous êtes posée au départ. Fabriquer en France à terme et puis s'installer en Aveyron. Est-ce qu'on peut parler de contrainte ou pas? Pas du tout. Alors, fabriquer en France, oui. S'installer en Aveyron, quand vous voyez, voilà, enfin, quand vous arrivez à Millau, vous voyez la richesse des paysages. Vous voyez, c'est extraordinaire la naturalité qu'on peut trouver ici. Donc, s'installer en Aveyron et notamment à Millau, c'est zéro contrainte. Après, fabriquer en France, effectivement, il faut de l'endurance, il faut de la motivation, il faut de l'abnégation. C'est un long chemin. On en sait quelque chose, puisque aujourd'hui, le vélo que vous voyez ici est fabriqué à Tours. Donc, on a un partenaire, un sous-traitant. Mais depuis 2 ans, ce n'était pas du tout prévu. Depuis 2 ans et demi, on a eu la volonté de venir fabriquer ici en Aveyron. Donc là, on est en train de travailler avec toutes les parties prenantes de la région, la communauté de communes, le parc naturel régional des Grands Causses, les autres organisateurs d'événements aussi, sur un grand projet. Et puis là, on est sous le viaduc de Millau avec un bâtiment qui va accueillir la production de nos vélos. Tout ce week-end, on a testé notre prototype. Donc là, on est sur la phase de finalisation du prototype. Et on devrait arriver à fabriquer les vélos à partir de la rentrée 2023 sous le viaduc de Millau. Donc là, la deuxième contrainte, c'est que c'est un vélo en composite avec plein d'applications derrière. Donc voilà, on est très, très contents. Ça prend du temps. C'est vrai qu'on est 2 Aveyronnais et on croit on pense que tout est possible. Mais ça prend plus de temps que prévu. Mais au final, les résultats sont là et on est très heureux. Donc venir à Millau, c'est génial. Et fabriquer en France, c'est génial aussi. On est au cœur en plus des problématiques aujourd'hui. On parle de réindustrialisation de la France, réacquérir des savoir-faire, retrouver des capacités de produire, ce qui fait finalement les achats du quotidien. Donc vous avez relevé ce défi et vous avez dû développer des savoir-faire en locaux. Ce sont des emplois locaux avec des gens qui vivent déjà là, qui vont travailler avec vous? Alors, c'était pas prévu au départ. Hein. C'est des opportunités, c'est des rencontres. Ici, on a eu une écoute assez unique, et donc on s'est dit il faut y aller. On y va. On a trouvé un partenaire qui est plutôt dans le sud-est de la France. Et là, on travaille effectivement sur carrément une industrie, hein, c'est-à-dire un outil industriel qu'on est en train de développer, parce que fabriquer un vélo une fois, je dirais pas que c'est facile, mais on peut y arriver. Mais c'est pas très rentable. Voilà. Par contre, travailler pour avoir un outil industriel pour fabriquer un vélo avec le même niveau de finition, le même niveau de qualité, le même niveau de performance, et qui nécessite finalement beaucoup de recherche et développement, mais derrière, essayer d'être compétitif par rapport à ce qui se fait en Asie, ça c'est plus compliqué. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc, effectivement, on a déjà embauché une personne qui est issue du local, mais là, on va embaucher une autre personne pour apprendre à maîtriser cet outil industriel. Et puis, petit à petit, on va voir comment on va se développer. Mais l'idée, c'est une fois que l'outil il est terminé, là, on est en train de le bâtir parce qu'on est en phase de finalisation du prototype. On va fabriquer une 50aine de cadres sur cet outil, sur son site de production actuel. Et dès que tout est calé, c'est un transfert de technologie, un transfert d'outils industriels. Et on va l'implanter dans notre bâtiment sous le viaduc de Millau. Un bâtiment que vous voulez aussi, un bâtiment qui sera un bâtiment d'accueil, un bâtiment vivant, mais aussi une vitrine de votre production, un lieu d'échange, un lieu aussi d'incitation à la pratique. Complètement. Alors, moi, j'ai adoré ce matin toutes les interventions. On parle d'activités de pleine nature, on parle de sport aussi beaucoup. Je pense aussi il y a la mobilité douce qui est importante pour amener les gens à se déplacer, peut-être de façon décarbonée. Le gravel a cet avantage-là, c'est que on part de chez soi et on peut aller sur la route, sur les chemins. Donc oui, notre lieu, il a cette vocation-là de s'intégrer dans un projet de territoire avec la Comcom, avec le PNR, où
on aimerait que ce site soit un lieu de rencontre, d'échange. Et donc, on travaille à ce sujet-là et on a été labellisé manufacture de proximité dernièrement. Et l'objectif, c'est effectivement de croiser les savoir-faire et de transmettre aussi pas mal de choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements à Millau, outdoor, et il y a beaucoup d'héritage, beaucoup de transmission. Et nous, on veut aussi s'inscrire dans cette dynamique-là. Alors justement, faites-nous un peu partager votre expérience. Vous avez été co-constructeur d'une dizaine, je crois, de parcours d'itinéraires gravel autour de Millau. Qu'est-ce qui fait un bon itinéraire de gravel? Quand un de nos amis dans la salle voudrait, sur son territoire, inciter à la création d'un parcours de gravel, un parcours de gravel qui correspond aujourd'hui à la demande du pratiquant, c'est quoi? Disons que le territoire est quand même adapté. Et ça, c'est une vraie chance. Ce n'est pas le cas partout en France, même s'il y a d'autres territoires qui sont adaptés au gravel. L'objectif, c'est que quelqu'un qui veut... La promesse qu'on va lui faire, il faut qu'elle soit là. C'est-à-dire, les yeux fermés, si je m'engage sur un chemin, je sais qu'il est de qualité. Je sais que je ne vais pas avoir de difficultés trop... en face de moi, en face des personnes qui vont m'accompagner. Donc voilà, c'est un chemin qui va proposer une expérience au niveau sportif, mais au niveau aussi contemplatif, exploration, etc. C'est des micro-aventures en fait, là, le gravel. Et il y a aussi des initiatives sur le territoire. Il y a des événements où les gens peuvent aussi faire du gravel, mais aussi goûter à la gastronomie locale, etc. Donc il y a plein de choses qui se font autour de tout ça. Et un parcours gravel, c'est ça, c'est du plaisir, mais ça peut être aussi sportif. C'est un peu comme nos vélos, c'est-à-dire qu'un champion peut participer à une compétition avec ce vélo-là, par exemple, mais quelqu'un qui débute aussi peut faire du gravel. Donc c'est une alternance de petites routes peut circuler, de petites routes bitumées peut circuler, de ce qu'on appelle des pistes blanches, c'est-à-dire des pistes forestières, mais qui sont d'une qualité de sol correcte, éventuellement des sentiers, mais il faut que ce soit des sentiers sans aucun obstacle technique. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Il y a énormément de pistes enduro à Millau et c'est un des plus hauts lieux de VTT en France. Mais là, avec un gravel, on ne peut pas aller sur certains parcours. Par contre, effectivement, sur terre de gravel, on va être sur des routes rustiques. On va changer en fait de revêtement fréquemment. On peut aussi s'échapper. On voit un chemin, on peut y aller. L'avantage, c'est qu'avec terre de gravel, effectivement, on a une douzaine de parcours qui sont identifiés, on parlait avec Noël de l'histoire du balisage. Aujourd'hui, on a l'avantage de la pratique gravel, c'est que la plupart des gens sont équipés en GPS. Et donc, c'est assez facile de se guider aujourd'hui grâce à la technologie. Et on peut dire qu'au niveau des pratiquants, on a finalement... Aujourd'hui, un certain nombre de typologies de pratiquants. On a le cyclotouriste, le cycliste qui a envie de se mettre moins en danger avec la circulation automobile. Mais on a aussi celui qui était vététiste et qui a envie de se mettre moins en danger avec l'âge ou avec une traumatologie récente sur des sentiers qui lui permettent d'avoir ce frisson de nature sans en avoir la technicité. Et puis on a aussi les randonneurs ou les trailers qui peuvent trouver un moyen de continuer à communier avec la nature en soulageant leur appareil locomoteur. Complètement. Serge, là, tu as fait un descriptif parfait. Donc on ouvre à la fois les territoires et on ouvre à la pratique. Oui, après, ça se démocratise aussi beaucoup. C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est un sport qui est porté. Donc, moi, je prends mon exemple. On parle souvent Nahuel en a parlé, mais les sportifs, souvent, on a des traumatismes ou autres. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus courir. Enfin, je peux courir, mais si je cours de façon intensive, je vais me blesser. Alors qu'en vélo... c'est un sport qui est plus accessible. Après, on a l'année dernière, on va l'être aussi à nouveau cette année, on était partenaire des Natural Games et on a fait aussi des créneaux d'initiation. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un public aussi qui n'est pas du tout cycliste, qui était intéressé à venir découvrir le gravel. Donc le spectre, la palette de pratiquants va être de plus en plus importante, ouais, c'est sûr.
Merci Maxime, et on souhaite Merci beaucoup. le plein succès à votre production, à votre implantation ici à Millau, sous le viaduc. Quel bel emblème, quel bel emblème. Et puis on te donne rendez-vous pour venir tester les vélos sur terre de gravel. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, on a parlé de micro-aventure avec la prise de gravel. On a aussi des co-aventures avec Alex Junillon. Alors Alex, tu nous avais présenté l'an dernier ta plateforme de mise en relation, c'est-à-dire mettre en relation des pratiquants pour qu'ils puissent agréger une activité. Peut-être revenir rapidement, parce que tout le monde n'était pas là l'année dernière, donc redire rapidement un petit peu ton cœur de compétences. Ok, oui, donc effectivement, donc moi je m'appelle Alexis. Avec ma conjointe et néanmoins cofondatrice Mathilde, qui n'est pas là aujourd'hui, on a créé en fait, tu le disais, une plateforme. Alors moi j'aime moins le terme de plateforme, mais c'est plutôt en fait tout simplement un site internet de réservation d'activités, de tourisme et de loisirs avec une dimension et un ADN éco-responsable. Le principe... J'ai l'habitude de beaucoup parler, alors je compte sur toi. Mais je suis là, tu sais comment je fonctionne, donc moi quand je pars, après on ne m'arrête plus, donc voilà. Je vous ai prévenu. Voilà. Je fais un tout petit historique très rapide. C'est en fait on a eu la chance et l'opportunité de pas mal voyager, et on a été confronté à une situation en fait dans un pays d'Asie qui était tout simplement qu'on n'était que deux et on voulait faire une sortie en bateau avec un pêcheur pour aller découvrir des îles aux Philippines, et ce qui s'est passé c'est qu'on n'était que deux, et lui il prenait 8 voyageurs minimum et maximum. Et donc on n'avait pas la possibilité de faire ce voyage, ce petit bout de parcours en bateau. Et en fait, quand on est reparti dans notre guest house, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir plein de petites cahutes, des petites agences, des petits opérateurs qui vendaient le même circuit en bateau avec le même pêcheur pour le même jour, et à chaque fois il y avait une personne inscrite, 2 personnes inscrites, une personne inscrite sur une autre cahute. Même jour, même heure, même pêcheur, même lieu. Il y avait l'offre et la demande, et il n'y avait rien qui groupait en fait toutes ces demandes par rapport à cette même offre. Je vous rassure, ça ne nous a pas plus gêné que ça. On a continué notre périple autour du monde. Voilà. Quand on est rentré, on s'est dit, attends, ce truc-là, ça doit exister aussi chez nous, mais il doit y avoir une solution. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution qui existait pour en fait grouper des voyageurs un peu individuels. Nous, on n'était même pas du monde du tourisme. Alors quand on en a parlé aux offices de tourisme, aux grands tour opérateurs et tout ça, ils nous ont dit oui, il y a un truc qui s'appelle les GIR, les groupes individuels regroupés. C'est un enfer à traiter parce qu'on sait faire du privé, on sait faire du groupe, mais par contre ceux qui sont 1, 2 ou 3, les groupés, c'est un peu une galère. Bon, bref. On a posé la question à des amis. Ils nous ont dit, oui, si je veux aller faire de la voile, c'est compliqué parce qu'il faut que je book un skipper. Ça va me coûter 600 € la demi-journée ou plus pour une journée complète. Et si je suis tout seul à vouloir faire de la voile, ça va être compliqué, quoi. Bon. Du canyoning, c'est pareil. Des découvertes des plantes sauvages. Aller faire une sortie mycologie au Montégoal pour... voilà, etc. Bon. Et puis, on s'est dit, allez, on va essayer de regarder un peu ce qui se fait. On n'a pas trouvé. Et puis, on a vu qu'il y a sur un autre secteur d'activité, il existait un truc qui s'appelle le covoiturage. Et on s'est dit, au lieu de partager une bagnole, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager une activité. Donc, on va essayer de trouver des gens qui veulent faire la même chose que nous au même moment, et on va essayer de faire en sorte de mettre ça sur un site internet. Et en fait, le concept, c'est tout bête, c'est de se dire, on va trouver des amis éphémères pour partager un moment sympa. Voilà. Donc, on n'est pas une agence de voyage. On est un site, on référence des activités, on référence des pros qu'on appelle des explorateurs, qui sont assurés, dont c'est le métier, qualifié, etc. Et avec qui, en fait, nous, on va faire un peu comme le rôle d'un agent d'artiste, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire passer des castings à ces artistes, nous on les appelle des artisans du loisir, en fait, qui vont en fait aller faire des castings auprès de nos co-aventuriers, et de se dire, tiens, si jamais ça plaît, on va pouvoir... booker l'activité. Donc ça, c'est l'idée. Justement, tu t'es aperçu qu'il n'y avait pas de label unitaire pour les critères, et que tu as inventé un peu tes critères de sélection de tes prestataires. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, encore une fois, on n'est pas du milieu du tourisme et des loisirs, on n'est pas du milieu des activités de pleine nature. J'ai jamais fait de gravel de ma vie, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais le truc, c'est que, en fait, on est arrivé, Mathilde bossait dans la communication, donc dans des boîtes un peu importantes, communication 360 degrés, voilà, donc spécialiste de je te parle sur Internet pour te montrer que ce qu'on fait, c'est vachement bien. Voilà, ça, c'était son métier. Moi, mon métier, c'était de travailler sur des modèles économiques, etc. Je bossais dans les services à la personne, donc rien à voir avec les activités de tourisme et de loisirs. Et donc, on s'est dit, bêtement, dans le monde de la com, il y a des labels, dans le monde des services à la personne, il y a des labels, des normes, etc. Et dans le monde du tourisme, il y en a plein.
Nous, on connaissait Clé Verte, on connaissait voilà, les grands sites, etc. Mais on ne savait pas si c'était des labels, des certifications, des trucs et tout. Bon. Et puis on s'est dit, sur les activités, il y en a. Et en fait, on a regardé, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Le seul qui va labelliser les activités de tourisme ou de loisirs de manière éco-responsable, à vérifier que ces activités respectent un certain nombre de critères, il n'y en a qu'un qui a été créé il n'y a pas longtemps par l'ATES, l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, et qui l'a fait pour les activités à l'international, mais pas en France. Il y a le Covid qui est passé par là, c'était compliqué quand même de faire une logique de certifier des activités ailleurs. Et on s'est dit, on ne va pas nous créer un label, c'est pas notre métier, ça n'a pas de sens. Par contre, est-ce qu'on ne va pas pouvoir regarder chez la Clé Verte, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent se prêter à nous, notre secteur d'activité? Est-ce que chez telle ou telle labellisation européenne ou internationale, est-ce qu'il n'y a pas tel ou tel point du cahier des charges qui peut être cool pour aller valider le circuit de kayak à Palas, etc., etc. Donc de notre point de vue, donc c'est parfaitement subjectif. On a choisi des choses qui nous paraissaient cohérentes. Et on en a sélectionné 50 et on s'est dit, celles-là, nous, on va les choisir pour dire, ça va avoir sa place sur CoAventure. Et à partir de là, on va pouvoir travailler avec ces gens-là. Et donc, on peut dire que, pour en venir à la deuxième partie de notre intervention, vous avez trouvé votre équilibre économique. Vous allez trouver à la fois un réseau de prestataires pertinent, mais aussi des clients. Je me permets une remarque. On n'a pas trouvé notre équilibre économique. On a trouvé notre modèle économique. Ce qui, pour moi, est vachement différent. Parce que l'équilibre économique, c'est à partir du moment où on crame moins d'argent que ce que l'on en rapporte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mathilde et moi ne nous payons pas encore. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte d'arriver à cet équilibre économique. C'est important de le signaler parce que il y a des chefs d'entreprise autour de ces deux tables, et puis il y en a plein dans l'assistance. Par contre, le modèle économique, je crois qu'on a trouvé le truc qui nous paraît pertinent pour intervenir sur les activités de pleine nature. Et pleine nature, parce que c'est le sujet, mais des activités éco-responsables. Le principe, c'est de se dire, on va fonctionner qu'à partir du moment où notre valeur est reconnue par le marché, entre guillemets. Si jamais on arrive à vendre, c'est à ce moment-là qu'on va facturer notre prestation. C'est tout bête, mais on ne vend pas d'abonnement. Parce que l'abonnement, c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte de te facturer avant qu'on t'ait prouvé qu'on t'avait apporté de la valeur. Bon. Donc on s'est dit, on va fonctionner avec un truc tout bête qui est la commission sur les activités que l'on va vendre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier principe. Et ce qu'on avait abordé ensemble quand on en a discuté au téléphone, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc qui est quand même assez formidable. C'est que ça y est, les entreprises, les structures économiques un peu importantes se rendent compte que pour de la qualité de vie au travail, alors en ce moment, c'est un peu la politique RSE, un peu à toutes les sauces, l'éco-responsabilité à toutes les sauces, etc. Mais en fait, les entreprises se rendent compte que pour optimiser la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs et collaboratrices, pour les faire intégrer la politique RSE de leur boîte au sein du cerveau de leurs collaborateurs et collaboratrices, en fait, ça peut passer par le loisir. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'en fait, c'est facile de faire accepter le fait qu'on fait des trucs bien pour nos collaborateurs et collaboratrices quand on leur montre qu'on peut aller faire des activités en dehors de l'entreprise. Et en fait, on a de plus en plus de boîtes qui nous appellent et qui nous disent tiens, vous référencez un ou une accompagnatrice de moyenne montagne pour aller faire telle activité, quelqu'un qui va faire du kayak, un autre qui va faire de l'acrobranche ou travailler sur... Et en fait, eux, ils n'ont pas les idées. Ils n'ont pas les idées, ils n'ont pas envie de chercher. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était ça. C'était ce marché un peu B2B, sans employer de gros mots, mais ce marché B2B qui, en fait, est une sorte de jungle où les entreprises n'arrivent pas à s'y retrouver. Et en fait, avec CoAventure, ils se sont dit, tiens, il y a quelque chose à faire et on a la possibilité pratiquement de faire une sorte de conciergerie dans les entreprises et leur proposer des activités régulières chaque mois pour divertir leurs collaborateurs et collaboratrices dans une démarche éco-responsable. Je ne vais pas te faire faire, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, entre guillemets, je ne vais pas aller te faire faire du 4x4 dans les dunes à Espiguette, donc à côté de Port-Camargue, alors que je peux aller te faire découvrir ça d'une manière un petit peu différente. Voilà. Le principe, c'est que le monde est en train d'évoluer, et que si jamais on ne se retrouve pas dans cette mouvance-là, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des choix à faire, et les entreprises sont en train de les faire, ces choix. Et que si nous, on ne se retrouve pas dans cette logique-là, il faut qu'on arrive à trouver cette manière d'évoluer. Et Alexis, à côté donc des comités d'entreprise, tu as aussi trouvé des partenaires, c'est-à-dire des structures pour qui tu apportes un service, finalement, non pas de commercialisation, mais de regroupement de leurs clients pour leur permettre d'avoir plus d'adhérents à leurs produits. J'ai 2 points là-dessus. Il y a effectivement ce premier point qui est de se dire comment est-ce que je fais pour faire en sorte de garder un modèle économique qui soit viable pour des professionnels dont c'est le métier et la passion.
Ça, c'est la première chose, sans venir cannibaliser la valeur qu'apportent ces professionnels-là. Et en fait, moi, j'avais un truc, c'est ce qu'on avait abordé un peu l'année dernière. Vous l'avez compris, je dis ce que je pense de manière assez directe. Il y a un truc qu'on avait abordé, c'est la question de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les professionnels qui ont un métier formidable dans les activités de pleine nature ne se retrouvent pas à être le producteur de lait dans le marché de la grande distribution. C'est-à-dire de mourir alors que c'est lui qui crée la valeur. Et en fait, le principe, c'est de se dire comment on fait pour garder cette notion de rentabilité tout en arrivant à le distribuer sur un canal qui n'a pas l'habitude d'utiliser, le canal digital. Je parlais en étant très critique, je parlais du 4x4 dans les dunes à l'Espiguette. On a eu un gros problème. On avait des gens formidables qui faisaient justement des activités de ce type-là, avec une démarche écologique incroyable, avec une volonté de faire découvrir, par exemple, je parlais de la Camargue, mais on peut parler aussi du lac du Salagou. J'ai un partenaire qui voulait se référencer chez Coaventure et qui me disait, moi j'ai un 4x4 et je peux faire découvrir des points de vue formidables sur le lac du Salagou, donc je pense beaucoup de personnes doivent connaître ici le lac du Salagou. Et en fait, je veux rendre accessible le lac du Salagou à des personnes à mobilité réduite, à des endroits où ils ne peuvent pas aller. C'est en fait une démarche qui est responsable et qui permet de rendre aussi de la nature à des gens qui n'y ont pas forcément accès. Et ça, nous, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Mais comment est-ce qu'on arrive à vendre ça sur un site internet ? C'est-à-dire que moi, quand j'en parle à des gens, ils me disent « c'est génial, bien sûr que ça a sa place chez Coaventure ». On a quelqu'un en Camargue qui fait un truc qui est incroyable. Il a un véhicule à l'hydrogène pour aller faire découvrir justement la Camargue avec un véhicule à l'hydrogène, etc. Ça a une démarche. Après, on ne va pas aborder ici le sujet de l'hydrogène, l'électrique, etc. Qu'est-ce qui est mieux, pas bien ? J'y connais rien. Voilà. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire pour apporter la valeur de ça à mes clients qui vont venir sur le site internet. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y aura sur la fiche produit ? Il va y avoir un 4x4. Et c'est aussi bête que ça, mais si je mets un 4x4 en disant que c'est des activités éco-responsables, je vais être taxé de greenwashing parce qu'en fait, on fait croire que, alors que c'est la réalité, parce qu'il aura moins d'impact carbone que de mettre 40 mecs sur un VTT à assistance électrique et aller flinguer les flamants roses. En fait, l'idée, elle est là, c'est de se dire, qu'est-ce qui vaut mieux, un 4x4 à l'hydrogène qui fait attention à ce qu'il fait, que, je dis 40, mais il peut y en avoir 60, 70, et qui vont flinguer les sentiers, etc., etc. En fait, c'est la question d'où est-ce que je mets le curseur et quelle est la nuance en fait, que j'apporte à cette problématique-là. On a refusé en fait, de travailler avec eux parce que le problème, c'est qu'on n'arriverait pas, et j'en reviens à mon propos de départ, la question de l'agent d'artiste, à un moment donné, il faut qu'il arrive à mettre en avant la valeur de ces gens-là. Et nous, on n'a pas réussi à trouver comment arriver à faire en sorte de ne pas mettre un 4x4 sur la fiche produit pour mettre en valeur. Et en l'occurrence, c'était le choix. Nous, on a mis le curseur à cet endroit-là. Alors, pour avancer, on va donner les deux exemples donc, des prestataires pour lesquels tu as travaillé. Le club de Palavas, le club de kayak de Palavas, c'est intéressant cet exemple. Bah oui, en plus, il est là. Donc là, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Voilà. Sous surveillance. En fait, c'est... Je suis en train de prendre des gants et tout, on ne sait jamais. En fait, pour moi, c'est les deux exemples que l'on a pris, et on pourra même en citer un troisième après, mais en gros, les deux exemples que l'on a pris, c'est des exemples qui matérialisent bien le concept de Coaventure. C'est de se dire, le concept de l'agent d'artiste, c'est de se dire, encore une fois, tu m'arrêtes, si jamais je dis des conneries, Arnaud. C'est qu'en gros, le boulot du club de Palavas Kayak de Mer, donc à Palavas, c'est de mettre des gens sur l'eau. C'est de leur faire découvrir l'environnement, c'est de leur faire découvrir... Il y a un endroit qui est incroyable, moi ça fait 20 ans que j'habite à Montpellier, je ne savais même pas qu'on pouvait aller voir les flamants roses. Si, je savais qu'on pouvait aller voir les flamants roses, mais je ne savais pas qu'on pouvait aller les voir sur une zone Natura 2000 à 10 minutes de Montpellier, sur un endroit qui est préservé, qui est absolument fantastique. On est à Palavas, on n'est pas... c'est pas l'endroit le plus sexy du monde quand on dit qu'on est à Palavas pour aller voir les flamants roses. Par contre, cet endroit-là, il est incroyable. Et en fait... le boulot du club de Palavas Kayak de Mer, donc, c'est de mettre les gens sur l'eau, de leur faire découvrir ça. C'est pas leur métier d'aller vendre sur Facebook, sur Instagram, sur les canaux de distribution digitaux, etc. C'est pas leur boulot, quoi. C'est pas le boulot d'un acteur d'aller faire le tour de tous les théâtres, d'aller machin pour essayer de dire qu'il sait bien jouer. Il saura pas le faire. Même s'il a envie, il saura pas le faire. Souvent, il aura pas envie. Là, c'est un peu le principe. D'arriver à faire en sorte de montrer à des entreprises, en B2B, de leur dire vous avez un endroit qui est génial à 10 minutes pour aller faire découvrir une zone Natura 2000, et voilà comment ça se passe, voilà où est le point de rendez-vous, voilà comment on va s'occuper de vous, etc., etc., et en essayant de vendre la presta, ça, c'est notre métier.
Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc, c'est qu'on demande aux professionnels des activités de pleine nature de vouloir tout faire et de tout faire bien. Alors qu'en fait, ce qu'on doit leur demander, c'est de faire leur métier. Et quand on va faire du canyoning, ce qu'on veut quand on a un moniteur de canyoning, c'est juste ne pas mourir quand on va aller faire du canyoning, en fait. Quand j'y vais, moi, je veux pas qu'il soit l'expert d'Instagram et d'être un influenceur, on s'en fout. Son métier, c'est de ne pas nous faire mourir. Enfin, moi, je le prends comme ça, hein, et j'y connais rien en canyoning. Alexis, et pour avancer, donc en Oui, fait, pardon. vous êtes un peu une centrale de réservation, mais il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de Ouais. forfait, il y a juste un pourcentage sur les ventes effectuées. C'est-à-dire que pour Oui. celui avec qui travaille avec vous, il n'a pas à payer pour voir. Non. En fait, c'est gratuit pour l'utilisateur de la plateforme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va payer le même prix avec nous que s'il passait en direct. Et en fait, le professionnel va nous payer une commission de mise en relation qui fait que si jamais on a bien fait notre boulot et qu'on l'a bien mis en avant, en fait, ce client, il ne l'aurait pas eu et ça lui permettrait de pouvoir avoir des nouveaux clients. Juste le deuxième exemple, très rapide. Je vais faire très rapide, mais j'avais prévenu. Très rapidement. Donc, on a l'exemple d'un club de sport, Club mais aussi de- l'exemple d'un office du tourisme. Il y a Voilà. des offices du tourisme ici, d'un office du tourisme en milieu rural, et qui est lequel? Le Montégoal. Oui, Montégoal. office du tourisme du Montégoal. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en collaboration pour diffuser en fait les activités de découverte des mouflons l'été. Donc ça allait du mois de juin, mi-juin, jusqu'à fin août. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, on a trois points. On a l'office du tourisme qui a la connaissance du territoire. On a l'accompagnateur ou l'accompagnatrice de moyenne montagne qui a la connaissance du circuit et qui a sa connaissance du terrain. Donc il y a le territoire, le terrain. Et ensuite, un outil qui permet de vendre la prestation et qui a la connaissance des canaux de distribution, en l'occurrence nous. Et chacun joue son rôle. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les niveaux de tarifs. Moi, je crois que on fait partie des seules plateformes qui demandent aux gens d'augmenter leurs tarifs et d'enlever les tarifs enfin. Les économies d'échelle, ça ne marche pas quand on travaille dans les activités de pleine nature. C'est-à-dire que si tu as 10 places, tu as 5 enfants, bah, tu ne fais pas moitié prix pour les enfants parce qu'il te prend 5 places. Voilà. Donc moi, c'est le principe que l'on a, c'est de dire non. Alors je ne dis pas non absolu, mais c'est en gros, faites attention aux tarifs enfants, travaillez sur le niveau de rentabilité des activités, parce que dans le métier des services à la personne dans lequel je travaillais, on avait l'habitude de dire, on ne va pas aider une personne en situation de handicap avec une personne en situation de dépendance économique. Bah là, c'est un peu pareil. On ne va pas faire découvrir la nature si on n'a pas un projet rentable, parce que de toute façon, au bout de 6 mois, on va mourir. Donc si on veut protéger l'environnement, il faut d'abord qu'on protège l'emploi et l'économie du système qui permet de protéger l'environnement en fait. Et c'est en se disant, c'est ce travail qu'on a fait avec l'Office de tourisme, en se disant comment on peut faire pour arriver à trouver un modèle rentable qui permet de diffuser au maximum les activités, faire vivre un écosystème local, etc. etc., etc. Et c'est ça l'idée et ça a marché. Merci Alexis. Donc appel, donc vous avez un savoir-faire. Les autres parties ont un savoir-faire. Vous pouvez vous rejoindre pour produire plus de visibilité, plus d'efficacité sur la mise en marché d'un produit qui est produit de qualité. Et on recherche tout le temps des nouveaux explorateurs, clin d'œil, sur le il fait est là, que pour il est là, donc vous pouvez nous rejoindre chez Ecoaventure. Vous pouvez faire appel à lui. Vous voyez, c'est un bon client, il est très bavard, c'est très bien. On enchaîne donc sur cette table ronde que l'on doit impérativement terminer. J'ai des consignes à 15h29 pour vous permettre d'aller sur la plateforme de coworking. On enchaîne donc avec Lorraine Guillard. Lorraine Guillard, je vais le faire avancer ici. Hop là, voilà. Vincent Draille, donc je vous l'avais dit, n'est pas là, donc on y reviendra tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps à la fin. Donc Lorraine, quand je vous ai eu au téléphone, vous veniez d'arriver en immersion. Vous étiez en immersion dans l'agence en immersion en quelque sorte, mais vous avez eu le temps de vous imprégner et puis de toute façon vous partagez la philosophie du créateur Loïc Sanchez. L'idée c'était vraiment de travailler différemment, mais je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous, merci Serge et merci pour cette invitation. En effet, j'ai rejoint en immersion il y a seulement 1 mois et demi, donc aux côtés de Loïc et Marine, pour compléter l'équipe fondatrice. Donc en immersion, c'est une agence qui va à contre-courant du tourisme de masse et qui cherche à valoriser les terroirs français. Donc pour cela, en fait, on crée des séjours qu'on appelle des micro-immersions. C'est des séjours de 3 jours de nuit. On vous invite à découvrir les terroirs avec les habitants. Donc en fait, on s'appuie sur les habitants et leur savoir-faire pour simplement en fait, réaliser des expériences qui sont marquantes, apprenantes et authentiques. Et voilà, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de rejoindre ce projet. Moi, j'étais issue du milieu du tourisme avant avec l'UCPA et voilà, c'était une envie de créer des séjours avec plus d'humains et plus de sobriété.
Alors, comment on fait pour trouver les bons partenaires de terrain? Parce que c'est un concept de dire on va aller à la rencontre, on va offrir une rencontre, mais entre celui qui est sur le terrain et le touriste, il faut qu'une alchimie se passe, donc il faut aussi un certain type de savoir-être sur le terrain. Comment vous trouvez vos bons prestataires? Je ne sais pas si le nom est le bon, mais celui qui va à la fois avoir un métier localement et savoir le faire partager. Oui, c'est pas toujours facile, mais en effet, c'est beaucoup d'échanges. En fait, on le fait de différentes manières. On s'appuie déjà sur les collectivités, sur les CDT qui sont et les offices de tourisme qui sont aussi des dénicheurs de pépites pour nous, qui nous permettent de trouver les bonnes personnes et les patrimoines à valoriser. On échange beaucoup avec les habitants. Nous, on les appelle les habitants. C'est les personnes du coup qui pendant le séjour font une activité d'initiation donc autour de leur métier, donc qu'ils soient fermiers, vignerons, viticulteurs, guides naturalistes. On échange beaucoup avec eux. On les rencontre, on les aide à créer cette activité d'initiation. On s'assure que qu'ils ont envie de le faire aussi, parce qu'entre faire son métier et vouloir le transmettre, c'est pas toujours facile et donné à tout le monde. Donc et on a aussi beaucoup d'habitants qui nous contactent eux-mêmes parce qu'ils se reconnaissent dans le projet dans l'immersion et qui ont envie du coup de travailler avec nous et de partager leur métier et leur terroir. C'est aussi un complément de revenus pour eux. Vous me parliez de ce berger qui faisait un 13e ou un 14e mois de revenus avec cette activité. Il faut savoir que c'est au week-end de 3 jours aussi. Vous prenez en charge totalement les touristes, c'est-à-dire qu'ils ne se promènent pas en voiture individuelle, vous les prenez à la gare, vous les prenez par la main à la rencontre des acteurs de terrain. Oui, en fait, il y a 2 projets actuellement. Aujourd'hui, les micro-immersions donc, qui sont sur un format 3 jours de nuit et plus longtemps, si vous voulez rester un peu plus longtemps avec les habitants. Mais l'idée, c'est de donner toutes les informations qu'il faut pour arriver à la gare la plus proche. Les derniers kilomètres peuvent être effectués donc, à pied, à vélo ou l'habitant peut venir également vous chercher si besoin. Et également, du coup, des séjours en itinérance qui sont sous un format un peu plus long. Donc là, c'est 6 jours et 5 nuits, et c'est vraiment du coup partir à la découverte de plusieurs habitants autour d'une thématique, comme par exemple dans le Gers, sur les routes de la gastronomie gasconne. Du coup, c'est vraiment tout un itinéraire créé à la rencontre de différents habitants qui vont permettre de découvrir des élevages, la fabrication de l'armagnac, et un peu différentes choses qui composent... Alors c'est une entreprise très jeune, elle a commencé à fonctionner finalement qu'en 2022, mais vous avez eu dès le premier été, alors que la mise en place a été assez tardive, 300 ou 400 clients qui ont profité de vos offres. Oui, donc on a été immatriculé à Tout France donc en 2022, donc on a pu commencer à commercialiser les premiers séjours en avril dernier, et donc il y a déjà 400 voyageurs qui sont partis avec nous l'été dernier. Donc c'est des bonnes premières réussites et même si c'est des premiers chiffres, ce qui est hyper rassurant, c'est les retours qu'on a de nos voyageurs avec une forte satisfaction de ces contacts-là qu'ils ont sur place et de leur expérience. En matière de stratégie de communication, parce que ça nous intéresse tous, comment vous avez fait connaître en fait uniquement en ligne, mais aussi par un excellent retour presse. Ça a plu à la presse? Oui, donc ça c'était au début, donc il y a eu en effet un article dans le Figaro, mais également en s'appuyant, en se faisant connaître auprès des collectivités et aussi via tous les canaux de communication qu'on connaît, que ce soit Facebook, Instagram, qui sont bien évidemment essentiels. Et ce que Alexis disait très bien, c'est notre rôle justement de valoriser en fait on fait rien de nouveau, on s'appuie sur de l'existant et des personnes qui connaissent très bien leur région et leur terroir, et en fait on magnifie juste ça en mettant de la communication et de la commercialisation et en mettant notre patte et notre aide sur ce sujet-là. Et de la même manière qu'Alexis, vous n'avez pas pris un label, vous avez créé votre propre charte de développement durable. Oui, on a créé une charte de l'immersion durable qui est simplement un accord qu'on a avec nos habitants sur la manière dont on voit le tourisme aujourd'hui et comment on veut conduire le tourisme aujourd'hui, que ce soit dans le respect de la protection des espaces naturels, et ça passe par limiter le nombre de passages et de visites chez un habitant par an,
voilà, ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est dans cette logique-là qu'on essaie du coup de reverser en une partie de notre chiffre d'affaires, donc 10% de notre chiffre d'affaires pour soutenir des projets locaux. Et donc ces 10% de chiffre d'affaires, en 2023, vous allez soutenir une initiative dans le Jura. On peut en parler ? Oui, alors oui, on peut en parler. Donc c'est Lucas qui nous accompagne sur plusieurs des séjours dans le Haut-Jura à la découverte de la faune locale et qui a une initiative de créer un séjour, pas du tout de séjour, un festival, pardon, le Festival des montagnes du coup dans le Haut-Jura qui aura lieu cet été. Merci Lorraine, vous en êtes très bien sorti. Bravo pour votre initiative. J'espère que tout se passera bien dans cette équipe. Alors Kevin Blanchard, l'esprit Reskeep. Donc là, on est vraiment dans l'esprit du temps qui est de donner une seconde vie au produit, de permettre que ce cycle infernal de j'achète, je jette et on ne sait pas ce que l'on fait de ce qu'on a jeté soit brisé. Et vous avez cette action aujourd'hui plutôt sur Montpellier, mais qui se développe un petit peu partout. Parlez-nous de votre initiative, l'esprit Reskeep. Oui, tout à fait. Donc nous, on est une recyclerie du sport en fait. Notre objectif, on est une association. Notre objectif, c'est de travailler sur l'environnement dans le sport et notamment sur la question de déchets, de l'économie circulaire. Et donc on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur le territoire, notamment le territoire de l'Hérault. Et en faisant des analyses sur les quantités de choses qui partaient à la poubelle, on a estimé qu'il y avait à peu près 3700 tonnes d'articles de sport qui partent à la poubelle chaque année, donc juste sur ce département. Et dans ces articles de sport, on va retrouver des vélos, on va retrouver des planches à voile, on va retrouver des gilets, des kayaks, des planches de surf, des ballons de foot, enfin tout un tas de choses que vous allez pouvoir retrouver dans les différents magasins de ce type. Et dans toutes ces choses qui sont jetées, elles sont jetées ou alors elles sont inutilisées. C'est-à-dire que parfois ça dort dans les placards ou dans les garages. Et donc dans ce gisement, on se rend compte qu'il y en a une partie qui peut être encore réutilisée. Donc c'est parfois posé en déchetterie. Et puis, en fait, il n'y a personne qui s'en occupe. Donc, ça part, la plupart du temps, en tout cas pour le moment, soit à l'incinération, ce que certains appellent la valorisation énergétique, ou alors, et dans beaucoup de cas, ça part à l'enfouissement, en fait. C'est juste, on creuse un trou et c'est mis dedans. Et il y a un paquet de choses quand on est sportif et que notamment dans le cadre de votre événement ici, les sports de nature, c'est un peu triste d'imaginer tous ces matériels qui arrivent dans ces exutoires. Et donc, nous, on s'est dit, on va essayer de trouver des solutions. On va essayer d'aller capter ce gisement. On appelle ça le gisement dans l'univers des déchets, pour essayer peut-être de les remettre dans le circuit, donc à travers plusieurs étapes. La première, ça va être, parfois, il y en a certains, il faut juste les nettoyer, regresser. Enfin, c'est quasiment rien à faire. Et ça peut avoir une chance de repartir dans le circuit. Il y en a d'autres, c'est parfois un peu cassé. Donc, il y a des réparations à faire, soit des déchirures, soit des pièces mécaniques qu'il faut changer. Et puis, quand on ne peut pas le faire, on va essayer de récupérer les pièces détachées pour les réutiliser sur d'autres équipements. Et ce qu'on n'arrive pas à réemployer ou réutiliser, on va l'envoyer vers les filières de recyclage adaptées, notamment par exemple pour le métal ou pour le plastique, pour justement essayer de rentrer dans une boucle un petit peu plus vertueuse. On se rend compte, 20 tonnes, vous récupérez 20 tonnes de matériel chaque année. Alors, l'année dernière, on a fait un peu moins de 30. Donc, c'était la deuxième année d'activité de l'association. Donc entre les un peu moins de 30 et les 3700, il y a de la marge. Et encore, on est allé sur un peu plus loin que le département de l'Hérault. Donc oui, et sur ces 20 tonnes, enfin ces 27 tonnes plus précisément, on a récupéré des articles dans des univers assez différents. Mais comme on a eu la volonté de se développer, en particulier sur les sports de nature, notamment parce que c'est des équipements qui sont intéressants à revaloriser, parce qu'on a des problématiques économiques, c'est-à-dire que quasiment tout est réparable.
mais il y a des moments, ça vaut vraiment pas le coup, parce que pour le coup, nous, on récupère des choses que déjà le secteur marchand ne traite pas, mais nous, on est obligé de faire aussi attention. Donc, on a beaucoup travaillé sur les vélos, on a beaucoup travaillé dans l'univers du nautisme et dans l'univers de la randonnée, du camping et du bivouac. Et très concrètement, vos produits, une fois qu'ils sont revalorisés, vous les mettez en vente comment ? Alors, on a, donc pour l'instant, c'est à Montpellier, en fait, on a une boutique solidaire. Boutique solidaire parce que c'est pas véritablement notre métier à nous d'aller chercher de la rentabilité sur la vente d'articles de sport. On se voit plus comme un projet de sensibilisation et de prévention. On a besoin de vivre, donc on vend quand même les articles sur lesquels on a travaillé. Mais on les vend à petit prix. Ça peut permettre à ceux qui n'ont pas forcément toujours les moyens de pouvoir s'équiper. Et puis on a aussi une partie qui est de dons. Là, c'est pour le coup les objets pour lesquels on considère que on va avoir très peu de chances de les remettre sur le circuit, mais certains vont pouvoir être intéressés parce que c'est gratuit. Justement, vous avez parlé d'aide. Vous êtes une structure qui est à la recherche de mécènes ou de subventions publiques pour pouvoir continuer à fonctionner et assumer votre mission, qui est un peu une mission de service public. Ouais, je crois que c'est très bien présenté. Nous, le terme qu'on utilise dans notre activité, c'est le secteur non marchand. Et la porte d'entrée, comme je le disais tout à l'heure, sur notre activité, c'est l'environnement. Moi, je viens de ce secteur à la base. J'ai travaillé sur les problématiques de climat et de biodiversité. Et donc, on entre sur le secteur des équipements d'articles de sport avec à chaque fois la préoccupation de se dire est-ce que notre activité contribue ou non à réduire l'impact des activités sur l'environnement, avec d'un côté le climat et de l'autre côté la biodiversité. On parle beaucoup, quand on parle d'environnement, de réduire les émissions de CO2, mais c'est finalement qu'une partie très faible de la préoccupation environnementale. Enfin, très faible, c'est important, mais on oublie souvent de parler du reste. Donc c'est vraiment d'avoir une approche 360 sur la préoccupation environnementale avec une approche territoriale. Et donc, quand l'énergie qu'on met pour récupérer tous ces articles que le secteur marchand ne traite pas, eh bien, on est obligé de trouver des financements annexes pour faire en sorte que ça fonctionne. Sachant qu'on n'est pas non plus tout seul. En France, il y a un système qui a été mis en place pour gérer la fin de vie des produits. Ça s'appelle les éco-organismes. Les éco-organismes, c'est des organismes qui prennent une éco-participation sur la vente des produits neufs et qui vont utiliser cette éco-participation pour justement gérer la fin de vie, avec une gestion en termes d'ordre de priorité qui doit respecter, de faire en sorte qu'on ne jette pas le produit. Donc ça veut dire qu'on le conçoit proprement, qu'on fait en sorte qu'il soit réparable, qu'on fait en sorte qu'il y ait des pièces détachées, qu'on apprenne aux gens à réparer, qu'on fasse en sorte que sur les territoires, il y ait des solutions de réparation pour éviter que ça soit jeté. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle du réemploi ou de la réutilisation. Donc ça, c'est ce que nous, on fait. Ça veut dire je me sépare de ce produit et il y a des acteurs qui vont faire en sorte de le remettre dans le circuit. Si on n'y arrive pas, ça rentre dans l'étape suivante, c'est le recyclage, ce dont je parlais tout à l'heure, recyclage matière. Et si on n'y arrive pas, c'est enfouissement, incinération, puis enfouissement. Et donc cet éco-organisme, il a pour rôle d'utiliser cet argent. C'est un agrément qui est donné par l'État pour faire en sorte qu'on respecte bien cet ordre de priorité. Je crois qu'il y a un message que vous vouliez faire passer aussi qui m'avait intéressé, c'était le regard lucide vis-à-vis de certains reconditionnements qui se font à l'autre bout du monde et qu'au final, le bilan carbone n'est pas très positif. Là, c'est un bon exemple, je trouve, de la réflexion qu'on peut avoir sur l'environnement. Donc, on peut se dire, moi, j'achète du matériel reconditionné. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ça. Donc, c'est super, ça réduit l'impact sur l'environnement. Mais si finalement le paddle reconditionné que j'achète, il a été reconditionné en Chine ou en Tunisie, il commence à parcourir un certain nombre de kilomètres, sachant que, par exemple, réparer des systèmes gonflables, ça peut être compliqué, mais globalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas de sens du tout de partir plus loin que sur le territoire, et ça ne demande pas de compétences fortes. Donc un circuit court sur le reconditionnement. C'est exactement ce que nous, on veut faire. Donc, c'est le développement qu'on a depuis quelques temps, c'est de développer la réparation et de le faire sur les territoires, notamment pour éviter justement ces kilomètres qui sont faits pour réparer les produits, mais aussi pour développer des emplois sur les territoires et des savoir-faire sur les réparations. Et l'un des autres avantages qu'on voit, c'est que plutôt que de partir loin et d'avoir des temps d'attente importants, pour les professionnels, c'est aussi la possibilité d'avoir du matériel réparé plus vite.
Il y a un dernier point sur lequel nous avions échangé, qui est aussi important, c'est que vous travaillez aujourd'hui sur des zones urbaines de forte densité, et ça vous intéresse aussi d'être là pour voir comment on peut éviter qu'il y ait des zones blanches sur justement ce réemploi, et que des zones un peu plus rurales, comme peut-être l'Aveyron, la Lozère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, ça puisse fonctionner aussi. Vous êtes attentif à pouvoir développer ce type de modèle dans des espaces plus ruraux. Oui, tout à fait. Donc nous, notre recyclerie, elle s'appelle la recyclerie Montpellier-Méditerranée-Cévennes. Je crois qu'elle porte à l'intérieur de ce nom la volonté de travailler sur les sports de nature, sur la mer et la montagne. Donc on est basé à Montpellier, mais on a le souhait, en tout cas, de développer l'activité sur d'autres territoires. Par exemple, ici, à Millau, avec les variations saisonnières, on peut se rendre compte que la problématique sur laquelle on travaille, elle est peut-être moins dense, même si elle existe pendant l'année, mais pendant la phase, la période plus touristique, il y a un public potentiellement à sensibiliser, ou en tout cas à apporter des solutions. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec les offices du tourisme, avec les professionnels du tourisme sportif, etc. Merci Kevin. On va peut-être on prend quelques minutes sur les questions avant de passer à l'espace coworking. Est-ce que par rapport à Maxime, Alexis, Lorraine ou Kevin, vous avez des approfondissements ou des questions particulières ou des postures ou des positions à nous faire part? Oui, hop. Oui, bonjour, Marie-Pierre Meilland du PETER, Pays des Nestes. J'avais une question pour Lorraine Guérard sur En Immersion, sur le fait que vous travaillez, alors je n'ai pas bien compris avec les locaux ou les habitants, et donc quid des assurances en fait pour les activités, enfin, est-ce que c'est des prestataires avec qui vous travaillez ou, enfin, je n'ai pas bien compris. Donc oui, c'est avec des habitants. Donc du coup, en fait, si c'est un fermier ou un vigneron, simplement, en fait, il va avoir une activité d'assemblage, de dégustation. Donc en fait, il va faire une initiation autour de son métier. Donc là, il n'y a pas forcément de problématique d'assurance. Après, s'il y a des activités de randonnée ou autres, donc du coup, on s'accompagne d'accompagnateurs de moyenne montagne, de guides naturalistes. En tout cas, voilà, pour que toujours, en fait, il y ait une assurance derrière. Ouais. Allez-y, allez-y. Oui. Il faut trouver la perle rare. Voilà. Autre interrogation? Allez-y, portez votre voix. Mais ne vous blessez. Concernant le recyclage du matériel. Nous, dans le kayak et canoë, on aime bien, on n'a pas envie de changer de matériel très régulièrement, on essaie de faire durer, c'est vachement important. Mais par contre, est-ce que quand vous récupérez du matériel, vous essayez d'avoir des relations avec les gens qui ont de la compétence sur ce matériel pour savoir s'il c'est bien de remettre en circulation? En fait, ma question est la suivante, c'est qu'il y a du matériel qui ont été des aberrations techniques qui sont dangereuses, par exemple. Donc moi, je ne suis pas pour changer beaucoup de matériel régulièrement, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a eu des vieux matériels, notamment dans nos disciplines, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui parce qu'ils étaient dangereux, parce qu'ils étaient mal conçus. Voilà, c'était une question à ce sujet-là. Et comment garantissez-vous la sécurité d'usage du matériel recyclé? Alors, on est 7 dans l'association aujourd'hui. Et dans les 7, il y a plein de choses à faire. Et il n'y a pas 7, enfin en tout cas un expert pour chaque sous-univers de tous les domaines sportifs. Donc on fait des choix en fait. On fait des choix en fonction des connaissances qu'on a. Et quand on ne sait pas, généralement on ne fait pas. Ou alors on laisse à l'appréciation de la personne, c'est-à-dire qu'on informe en disant voilà, il y a ce produit, mais si quelqu'un souhaite l'acheter, en tout cas nous on peut pas donner la vérification qu'on le garantit. Je prends l'exemple de recyclerie où vous allez trouver un vélo où il y a juste le cadre.
c'est des choses que nous, on n'en a pas, mais c'est des choses qu'on pourrait trouver. Et puis, au fur et à mesure, quelqu'un va s'amuser. Parce que lui, d'un point de vue particulier, ça l'amuse de récupérer un siège de kayak ou des gonfles, parce que c'est intéressant pour je ne sais pas quoi. Ou encore l'étape derrière, tiens, le polyéthylène, c'est pas mal, c'est recyclable, donc du coup, ça m'intéresse. Donc on ne va pas le faire sur tous. On a un angle, en tout cas des obligations sur tous les équipements de protection individuelle, où là, c'est quel que soit l'état dans lequel il arrive chez nous, c'est tout de suite poubelle. On a interdiction, en tout cas, de le remettre dans le circuit. Parfois, c'est critiquable, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et donc, par exemple, pour l'instant, on va travailler sur le matériel de camping et de randonnée. On va travailler donc sur des tentes, par exemple, des matelas où c'est souvent percé, où il y a des anneaux cassés, où vous allez chercher des sardines ou des choses comme ça. Sur les vélos, là, on a un mécanicien chez nous. Et dans le nautisme, on va recoller des paddles, des kayaks, ce genre de choses. On va faire de la couture sur un certain nombre d'éléments textiles. Et effectivement, c'est quelque chose auquel on doit être vigilant, nous, c'est que parfois arrivent chez nous des erreurs d'industrialisation. Je suis en Chine, dans mon usine, il manque la colle, 2 pots de colle pour finir les 200 kayaks sur les 1000 que je devais vendre. Je vais utiliser la colle à côté qui est un peu moins bien. Et du coup, mes paddles, j'en ai toute une série qui finalement, très vite au soleil, se perce. Et du coup, ça devient... et donc nous, si on passe du temps à le réparer, ça va repartir assez vite à la poubelle parce que ça va se repercer. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Merci Kevin. Dernière question, après on enchaîne sur le coworking non CDI. Écoutez, il est 15h28-29, donc on passe au temps de moments de networking. Ça permet de rencontrer. Vous avez été nombreux à prévoir des rendez-vous. Vous pouvez y accéder en passant par le haut. Et une petite annonce, donc nous avons la chance d'avoir parmi nous l'opérateur de compétences qui s'appelle l'OPCO, qui est en charge des métiers des sports et de tourisme, qui est à votre disposition, l'AFDAS, opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement, qui est en bas. Donc vous pouvez aller aussi à leur rencontre et on se retrouve ici à 16h30.